Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, on va parler de tools, mais en fait, on en parlait déjà avant pour ceux qui étaient déjà dans la salle. C'était une très bonne intro à ma presse, donc merci Paul. Euh, on va parler de tools. Spécifiquement, on va parler de programmation d'outils et de ma définition de la programmation d'outils. Ça va être très très teinté d'expériences personnelles et de projets sur lesquels j'ai fait des tools. Je vais rentrer dans le détail de certains process et de certains retours d'expérience. Pas trop dans le détail du code, même s'il y a des tas de choses intéressantes à dire, mais il a fallu choisir. Donc, en guise d'introduction, déjà, qui suis-je? Je suis Diane Landais, je suis programmeuse et cofondatrice du studio Accidental Queens. Je suis dans l'industrie du jeu vidéo depuis 7 ans maintenant, et une bonne partie de cette expérience a été passée à programmer des outils, notamment des outils pour des jeux narratifs. Le dernier en date s'appelle High Frequency, c'est le jeu qu'on a sorti il y a 1 mois et demi maintenant. C'est un jeu narratif non linéaire avec des embranchements, tout ce qui est plus classique, vous connaissez, avec une forte composante audio. Il est intégralement doublé en 3 langues. Il est multiplateforme, donc mobile, desktop, bientôt enceinte connectée, navigateur internet, plein de choses. En 5 langues texte, 3 langues doublées. Et il a été fait par une équipe de 7 personnes, majoritairement en télétravail, ce qui est une contrainte qui est pas négligeable pour les outils, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et c'est une production qui a duré 18 mois, dont environ 6 mois que j'ai dédié entièrement à la création d'outils. Un magnifique screenshot, ici même. Donc tout le programming, un début de définition, j'ai envie de dire que c'est créer, modifier et visualiser des données structurées, et on va entrer dans le détail de chacun de ces termes. Pour nous en tout cas, pour ce jeu narratif et pour la forme qu'il a pris, la structuration des données était centrale. Alors qu'est-ce que je veux dire par la structuration des données? Je suis désolé, j'arrive pas à lire mes notes pendant que je vous parle, donc je vais faire sans notes et on va voir ce que ça donne. Mais je connais mon sujet, c'est promis. Donc les structures de données, si vous parlez à des programmeurs et que vous leur demandez ce que c'est, ils auront des tas de réponses à vous dire. Là, je vais parler vraiment de structure au sens comment on structure les données. C'est vraiment pas un terme technique, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez déjà travaillé dans des spreadsheets pour mettre des données, je sais pas, pour les taux de drop de loot de votre RPG, bah, ça rentre là-dedans. Pour les classes de personnages et les skills qui vont avec, et bah, ça rentre aussi dans ce genre de choses. Parfois on va parler de graphes, parfois on va parler de bases de données, mais il y a plein de manières de structurer ces données. En tout cas pour nous c'était central. Et donc pour un jeu narratif avec des embranchements, si vous connaissez Twine ou Yarn, qui sont deux outils qui servent à faire ce genre de choses, on avait quelque chose de très similaire. Bah, le joueur est dans un état X, il se passe des choses, et il va pouvoir passer dans un état Y en faisant d'autres choses. Donc pour faire très très simple, notre structure de données c'était des rectangles et des flèches, à peu près rien de plus. Donc tout le programming pour nous c'était en fait créer, modifier et visualiser des rectangles et des flèches. Ça paraît vachement plus simple d'un coup. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, je vais enlever cette souris parce qu'elle est en plein sur l'image, c'est pas très joli. Un tout petit peu dans le détail de la structure de données qu'on a essayé de faire et qui était qui tenait tout le jeu en fait. Différents états, différentes flèches, donc des rectangles et des flèches. On voit que si je suis dans l'état 1, je peux aller dans l'état 2, mais depuis le 2, je peux aller au 3 ou au 4. J'ai donc plusieurs possibilités pour naviguer dans ce jeu. C'est incroyable, c'est interactif. C'est très facile, hein, voilà, si je veux dire, je vais créer 4 états et puis je vais les relier avec des flèches, bah, je peux faire ça quasiment à la main. Je n'ai pas vraiment besoin d'outils pour faire un truc aussi peu compliqué que ça. Il y avait un autre cas qu'on avait très très envie de gérer, c'était la possibilité de passer de différents états à un même état. Donc pour revenir sur High Frequency, c'est un jeu qui se passe dans une radio, dans lequel on écoute différentes stations de radio, et on va pouvoir interrompre la diffusion et la faire basculer vers autre chose en envoyant des extraits audio. Donc c'était très important d'avoir des tout petits blocs de dialogue, une ou deux phrases, quelques secondes, et de pouvoir passer à une autre branche narrative sans interruption, de manière la plus naturelle possible. Et donc on avait besoin de grouper plusieurs états avec une même sortie. Ça devient déjà nettement plus complexe parce que là on en a 3, mais imaginons qu'on en ait 10, 15, qu'on ait un dialogue entier de 3 minutes découpé en petites phrases de 2-3 secondes, et que depuis n'importe où on puisse aller à peu près n'importe où, ça commence à devenir complexe à représenter. Et un autre cas qu'on avait besoin de gérer, c'était la possibilité de s'interrompre et de revenir au même endroit. Là aussi, si vous avez déjà utilisé Twine ou d'autres outils d'édition de dialogue, c'est possible, c'est facile de dire je vais aller de 1 à 4 et revenir à 1 si je venais de 1, mais je vais aller de 2 à 4 et revenir à 2 si je venais de 2, et ça va faire plein de conditions et plein de petites choses
à vérifier, mais c'est faisable. Dans les faits, on avait quelque chose qui ressemblait plus à ça. Alors, admirez mes talents d'artiste, hein, c'est fait à la main. On avait quelque chose qui était plutôt de cette échelle-là, avec beaucoup de petits trucs qui s'enchaînent, beaucoup de petits trucs qui sont reliés ensemble, des fois des branches, des fois des trucs qui vont à droite, à gauche. Et quand il a fallu faire un premier prototype du jeu avec ce type de structure, on l'a fait à la main. Et donc vous voyez qu'un tout petit extrait, c'est probablement pas lisible, mais on a travaillé dans un spreadsheet, tout ce qu'il y a de plus classique, parce qu'on n'avait pas besoin de stocker beaucoup plus d'informations que ce que Google Sheets nous permet de stocker. En revanche, j'espère que c'est un minimum lisible quand même. Chacun de nos petits rectangles, ça c'était les rectangles, il y a le texte, qui est-ce qui parle, combien de temps ça dure, et il y a un identifiant à chaque fois. Et ensuite on a dit, bah, on va relier les identifiants, donc celui-là va vers celui-là, celui-là va vers celui-là, on a tout fait à la main, on a mis des couleurs parce qu'on ne s'y retrouvait plus, après on a rajouté des lignes, on a dû introduire des nouveaux ID entre deux ID et on aimait bien que les chiffres soient dans l'ordre, donc en fait c'était compliqué. Et tout ça à la main, en fait, c'est assez ingérable. Donc on est arrivé au constat, qui était une intuition qu'on avait dès le départ, qu'il nous fallait des outils. Des outils exprès pour gérer cette structure de données-là, et qui prenaient en compte les contraintes spécifiques de Alt Frequencies, donc notamment ces petites phrases reliées entre elles qui font une explosion du nombre de rectangles et de flèches à représenter. On a donc créé Clémence, qui est le nom de notre outil fait en interne. Ça veut dire création, lecture, écriture, modification des éléments narratifs et sonores, mais surtout juste ça sonne bien. J'avais un autre truc très important à vous dire là-dessus, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave. Donc pour élaborer Clémence, on est parti d'une analyse théorique de ce qu'on avait besoin de faire. Donc on a représenté, voilà ce qu'on peut faire, on a des petits trucs qui sont reliés entre eux, qui vont tous au même endroit, comment est-ce qu'on peut simplifier ça et on a décidé de partir sur une approche qui groupait un maximum de choses entre elles. Donc tous ces rectangles ont un comportement qui est commun, ils vont s'enchaîner et surtout ils vont tous aller au rectangle vert, il n'y a pas d'autre sortie possible. Donc finalement, est-ce que c'est pas un seul rectangle logique dans notre tête? Et est-ce que le fait de les découper en plein de petits rectangles, c'est pas juste une contrainte technique plus qu'une contrainte de conception? Parce que la personne qui programme, à savoir moi, avait besoin que ce soit plein de petits carrés entre eux parce que c'est ce que je donne dans mon code, mais tout le monde s'en fout de savoir si c'est plein de petits rectangles ou un seul gros rectangle, et dans la tête des personnes qui ont écrit le scénario et qui ont fait le level design, c'était probablement plus un gros rectangle, et la découpe c'est chiant pour tout le monde. Donc on est parti de ces besoins théoriques, de ce qu'on a vu sur le premier prototype, du temps qu'on a passé à remplir tout ça dans un spreadsheet et à quel point on s'est cassé les dents. Et on s'est dit, ok, on va partir sur quelque chose qui ressemble plus à ça et qui groupe les choses de manière un peu plus maligne. Et ensuite, il y a eu différentes itérations. Donc d'abord avec les features idéales, qu'est-ce qu'on aimerait avoir et comment on veut que ça fonctionne, à quoi ça ressemble, comment on va l'utiliser. Avant même d'avoir fait la même ligne de code, on savait que ça allait ressembler vaguement à ça et que ça allait être trop cool. Après, on l'a implémenté et c'était pas cool du tout. On a enlevé plein de features qui étaient trop dures à faire. On a recentré sur les choses qui étaient vraiment importantes. On a gardé finalement cette structure de base qui est des rectangles qui sont reliés entre eux et qui se relient avec d'autres rectangles avec des flèches. C'est toujours des rectangles et des flèches à ce stade. Et au fil des itérations, on est arrivé à quelque chose qui était plus joli, qui avait plus de features. Il y a des petites icônes, tout ça, tout ça. Il y a des couleurs aussi, ce qui est très important. Et avec toutes ces étapes, finalement, on a une structure qui n'a pas bougé depuis le début, depuis le moment où on l'a rentrée à la main dans un spreadsheet. La structure de données est toujours la même, et elle a cristallisé énormément de choses, parce que même en ayant ces outils à la fin qui sont plus jolis et plus puissants que ceux qu'on avait au début, on fait toujours plus ou moins la même chose, à savoir relier des rectangles avec des flèches, et en relier beaucoup d'un coup. Ça veut dire aussi que si on veut faire autre chose que relier des rectangles avec des flèches, je sais pas, relier des rectangles avec, ou relier des ronds avec, je sais plus, je suis en train de me perdre dans une analogie bizarre. Si on veut faire autre chose que ce qu'on avait prévu à la base, ça devient tout de suite compliqué. Et du coup, le seul moyen de ne pas respecter le brief de base et la volonté créative qu'on avait à la base, c'est de ne pas utiliser l'outil. Donc ça veut dire qu'on garantit un peu qu'on va faire ce qu'on avait dit au début. Et sous certains aspects, c'est assez sécurisant d'avoir ce comportement-là. Donc voilà à quoi ça ressemble à la fin. C'est un chapitre du jeu. Beaucoup de rectangles, beaucoup de flèches. Dans les faits, côté code, on a en fait 468 rectangles et 1164 flèches. On les appelait pas rectangles et flèches, mais c'est
1000 fois plus simple. À l'écran, et ce qui a été rentré par les designers dans l'outil, c'est seulement 63 rectangles et seulement sur une flèche. J'ai calculé, ça fait 7 fois moins de rectangles et 11 fois moins de flèches, à peu près. Autant dire que ça fait gagner du temps et que ça aide énormément à la compréhension aussi. Si on avait tout qui était éclaté à l'écran avec les 468 rectangles, je pense qu'on n'y verrait plus grand-chose et que tout le monde s'y perdrait. Donc, première conclusion et premiers éléments de définition de ce que c'est la programmation d'outils, c'est avant tout cristalliser des usages et des choix de conception. C'est finalement asseoir certaines décisions qui sont prises très tôt. Et puisqu'on réalise des outils autour d'une décision de design, on peut plus difficilement s'en échapper par la suite. Ce qui ne veut pas dire que c'est bloquant ou que c'est contraignant, mais au contraire, c'est plutôt sécurisant. Tout est question de savoir qu'est-ce qu'on cristallise et pourquoi. Un autre élément qui est important, c'est que ça permet d'introduire une conversation entre la programmation et le game design. Là, je vous parle de rectangles et flèches, mais encore une fois, on avait du vocabulaire qui était un peu différent. Mais ça permettait de faire en sorte que tout le monde se comprenne. Et le fait de représenter des choses qui sont intimement techniques, qui sont précisément ce qu'on mettrait dans un spreadsheet, mais juste les rendre jolies et compréhensibles pour des designers, pour des personnes qui ne codent pas d'habitude, ça fait qu'on peut se comprendre, qu'on peut parler de code sans avoir à parler en code, je ne sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, on a un vocabulaire, on a un langage qui est commun, et donc on peut itérer facilement ensemble et mieux se comprendre. Donc tout ce programming, créer, modifier, visualiser des rectangles et des flèches. Qu'est-ce que j'entends par visualiser? Là aussi, c'est un autre aspect qui est très important. Voilà à quoi ça ressemble quand on a nos rectangles et nos flèches. C'est intéressant pour plein de choses, hein. Ça nous permet de voir la structure d'un épisode, comment on va passer de cet état-là à cet état-là. Évidemment, il y a des conditions, il y a des tas de choses. Le joueur va faire des choses, donc ça va l'amener plutôt sur une autre branche. C'est très intéressant dans plein de cas. Ça nous permet de faire le level design, notamment, le scripting. Mais il y a plein de situations dans lesquelles on a besoin de voir les mêmes données différemment. Et le fait d'avoir mis la structure de données au cœur de nos outils et d'être parti de là, ça nous permet de tout transformer de cette visualisation-là. Il est dur ce mot, non? De cette visualisation-là à peu près n'importe laquelle. Donc par exemple, on a mis en place une visualisation sous forme de timeline. Donc là où l'arbre nous permet d'avoir la précédence des informations et la structure globale, la timeline nous montre la simultanéité des informations. Comme je disais, donc on écoute différentes stations de radio et il se passe des choses. En rose et en bleu, on a deux stations de radio différentes qui vont diffuser en parallèle et on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe ici pendant qu'il y a des choses qui se passent là. Qu'est-ce que le joueur va faire d'un côté et qu'est-ce qui va se passer en même temps de l'autre côté. C'est une contrainte de level design qui est vraiment propre à ce jeu-là et à assez peu d'autres. Autrement dit, on pourrait difficilement réutiliser ces outils-là pour un jeu qui n'a rien à voir, parce que c'est vraiment construit sur les besoins qu'on avait nous. Mais pour autant, c'était pas aussi compliqué que de refaire un outil entièrement séparé, parce qu'on avait la même structure de données, on a les mêmes informations, c'est les mêmes rectangles, on a juste enlevé les flèches et on les a juste pas dessinés dans le même sens. Mais voilà, la structure de données au centre de l'outil et différentes visualisations autour pour répondre à différents besoins. C'était le cas aussi quand on a fait des exports en PDF. Donc, notre structure de données était entièrement en JSON. On a travaillé avec un outil qui était dans un navigateur, ce qui le rend accessible depuis à peu près n'importe où et compatible avec même mon téléphone. Voilà. Le fait d'avoir une équipe distribuée qui va peut-être travailler sur un laptop dans le train, qui va peut-être travailler sur son ordi à la maison, sur un écran, deux écrans, tout ça. Ça fait qu'on peut difficilement demander à tout le monde d'utiliser une grosse usine à gaz ou un gros Unity ou des choses comme ça, là où le navigateur était beaucoup plus adapté pour nous. Donc c'était en JSON, donc on pouvait facilement le transformer en Markdown, donc on pouvait facilement exporter un PDF. Et pour un jeu qui est narratif, dans lequel il y a 28 000 mots, si je ne dis pas de bêtises, on s'en fout, c'est important d'avoir des relectures à différents moments. Et les relectures dans un truc qui ressemble à ça, c'est compliqué, ou à ça, c'est encore plus chiant. Et quand on parle de relecture simplement du texte et du déroulé de ce qui se passe, finalement un format plus proche de, je sais pas, un script de théâtre ou quelque chose comme ça, ou de cinéma, c'est beaucoup plus pratique. Et encore une fois, la même structure de données, on enlève les rectangles, on enlève les flèches, on garde les mêmes informations, on les met dans un autre sens, on garde les couleurs parce que c'est quand même vachement plus lisible, et ça marche. Et donc ça répond à un autre besoin qui est, j'ai besoin de faire des relectures, est-ce qu'on peut avoir un outil pour le faire? Oui, il existe déjà, c'est le même en fait. Dernier exemple, parce qu'il est tout aussi intéressant,
À partir de JSON, on pouvait exporter vers un texte formaté et depuis ce texte formaté retransformer en JSON. Pourquoi? Alors parce que ça permet d'avoir tout notre contenu sous une forme qui est beaucoup plus pratique pour certains cas. Si j'ai besoin de dupliquer des informations, si j'ai besoin de réorganiser des choses, je pourrais faire en sorte que mon outil me permette de, je sais pas, de drag and drop ou de déplacer des trucs et gérer tous les cas limites, et gérer tous les bugs et gérer tous les moments où on se dit ah en fait c'est bien de drag and drop comme ça, mais je voudrais aussi pouvoir déplacer deux rectangles d'un coup au lieu d'un. Il y a des tas de choses qu'on peut ajouter. Mais finalement, si tout ce qu'on veut, c'est réorganiser des choses ou faire un CTRL F et remplacer, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en texte? Donc encore une fois, la structure au centre, transformée en texte, on bidouille des choses, on repasse dans l'autre sens et on est encore avec nos carrés et encore avec nos flèches, sauf qu'on les a mis dans le sens qu'on voulait et on a utilisé des outils qu'on connaissait. Le CTRL F, c'est top. Euh, le fait de pouvoir couper, copier, coller et tout ce qu'on sait faire dans un document Word, et de pouvoir le faire aussi sur nos rectangles et nos flèches nativement sans faire beaucoup d'efforts en plus, c'est top. Il y a aussi des aspects négatifs, hein. C'est intéressant d'avoir tout en texte, tout partout, mais il y a une syntaxe très particulière si on veut que ce soit parsable facilement dans un sens puis dans l'autre. Donc ça implique que on ne touche pas à n'importe quelle valeur, n'importe comment si on ne sait pas ce qu'on fait. Mais cela dit, étant donné qu'on fait un outil pour notre projet et pour notre équipe, et qu'on est des êtres humains capables de discuter entre nous, on a quand même réussi à s'organiser pour que on ne touche pas les chiffres qu'on ne connaît pas et tout le monde est content. Genre, si ça arrive à marcher dans une école maternelle, ça peut marcher dans votre équipe de jeux vidéo, c'est promis. Un des aspects très très positifs de ce format-là, c'est que, enfin positif ça dépend pour qui, mais on s'est rendu compte à plusieurs moments que les gens de l'équipe préféraient utiliser cette vue ici plutôt que d'utiliser certains outils qui étaient existants. Je parlais notamment de dupliquer un rectangle. On avait des outils pour ça et ça marchait très bien, mais finalement c'était vachement plus simple d'ouvrir cette vue-là et de faire copier-coller et de la mettre. Et du coup, pourquoi j'ai passé du temps à faire un truc de duplicate si personne s'en sert? J'étais triste. Et en fait, ça a juste mis en évidence le fait que la UX était peut-être pas bonne. C'était peut-être hyper chiant d'appuyer sur 3 boutons pour faire duplicate d'un pauvre rectangle, alors que ce qu'on voulait faire, c'était très clairement un copier-coller. Donc ça a permis de mettre en évidence des comportements qui n'avaient pas forcément été prévus et qui n'étaient pas forcément prévisibles d'ailleurs. Si on revenait 6 mois en arrière et qu'on avait une réunion sur est-ce que tu penses que cet outil doit te permettre de copier-coller un rectangle en 3 clics? Genre, oui, probablement. Donc c'est pas des choses qui peuvent systématiquement se prévoir à l'avance, mais c'est des choses qui vont émerger. Et c'est important à garder en tête, c'est que les outils qu'on fait, si on les fait pour qu'ils soient utilisés, et surtout si on les fait pour qu'ils soient utilisés par nous-mêmes, c'est important de rester à l'écoute de soi ou des personnes avec qui on travaille, et d'essayer de se retrouver dans des situations où on peut profiter du qui peut le plus, peut le moins. Cette vue-là peut faire des tas de choses. Il y a aussi des tas de choses qu'elle fait mal. Mais en attendant, elle nous permet de mettre en évidence les choses qu'on a envie de mieux faire. Donc, la programmation d'outils, en plus des 2 éléments que j'ai donnés tout à l'heure, je considère que c'est aussi soutenir ou suppléer des process. J'entends par là des process comme la vérification, la relecture. Ici, la vérification plus d'un point de vue level design, s'assurer que les informations qu'on a, on les a dans le bon sens et au bon moment. C'est avant tout à ça que servent les outils, et c'est à ça que peuvent servir différentes visualisations, répondre à différents besoins, et s'assurer que ce qu'on a fait jusqu'ici, on l'a bien fait. Donc dans cette vue-là, on ne peut absolument pas rajouter des rectangles et rajouter des flèches, parce que c'est clairement pas la meilleure visualisation qu'on pourrait avoir pour rajouter des rectangles et des flèches. Par contre, c'est le meilleur moyen de s'assurer que les rectangles et les flèches qu'on a déjà mis, ils sont dans le bon sens. Même chose ici, hein, c'est pas là-dedans qu'on écrit du texte, mais c'est le meilleur moyen de le voir, de le relire, de le faire valider. Et là, ça fait un peu tout, donc c'est compliqué. Mais donc soutenir ou suppléer des process de communication, de vérification, mais aussi apporter de la flexibilité. Donc ça rejoint ce que je disais, hein, faire des outils, utiliser des outils, c'est le meilleur moyen de se rendre compte de quels outils on a encore besoin et desquels finalement on ne se sert pas. Donc si on simplifie au maximum, la programmation d'outils, c'est juste plein de façons de montrer des rectangles et des flèches, en tout cas pour nous, c'est complètement ça. Mais j'ai dit beaucoup que c'était pour nous et pour notre projet, mais à quel point ça s'étend à d'autres exemples et à d'autres types de projets, notamment à des projets qui ne sont pas forcément narratifs. Je pense que ça s'étend pas mal. Après, j'ai surtout bossé sur des projets narratifs, donc je ne sais pas si vous me faites
confiance pour vous dire que ça marche, mais promis ça marche. Un autre exemple du coup qui est beaucoup moins narratif et beaucoup plus parlant, je pense, pour plein d'autres types de projets. On avait évidemment des arbres de conditions binaires très simples. S'il y a des programmeurs parmi vous, ça va vous paraître facile à faire, hein. C'est littéralement un if. L'idée c'est qu'on avait besoin d'avoir ces if du code intégrés dans notre chapitre pour savoir comment le jeu va réagir aux différentes actions du joueur. Si on prend l'exemple qui est ici, si le personnage est en train de parler et qu'un extrait audio a été envoyé par le joueur et que cet extrait n'a pas encore été traité, on veut changer de branche. Donc, moi, en tant que programmeuse, j'avais des tas de choses à faire. Déjà programmer les outils, mais aussi programmer le reste du jeu. Et programmer ce genre de choses, qui est clairement un comportement gameplay, qui a besoin d'être souvent testé ou itéré plusieurs fois, c'est vachement plus intéressant si c'est dans la main de la personne qui est en charge du game design et du scripting. Problème, est-ce qu'on peut vraiment demander à un designer de coder? Ça dépend des fois, ça dépend de votre équipe. Dans notre équipe, c'était envisageable, mais on a quand même essayé de trouver une solution qui était plus simple pour tout le monde. On aurait pu lui demander de faire des petits dessins, et puis après moi j'intégrais les petits dessins. On aurait pu lui demander d'écrire directement du JSON, et puis après on prenait le JSON et ça marchait. Mais finalement, la solution qu'on a choisie, c'était quelque chose qui était mis du code, mis pas vraiment du code en fait. On a mis en place notre propre pseudocode qui utilisait que des mots-clés qui sont à nous, en dehors du end et du not, qui sont purement des éléments logiques. On avait la chance d'avoir toutes les personnes qui allaient agir sur les conditions qui sont dans le jeu, soit pour les écrire, soit pour les comprendre, les vérifier, pour la QA notamment, pour les relectures. On avait la chance d'avoir des gens qui comprenaient très bien ce que c'est un système logique. Je pense que vous avez aussi la chance de bosser avec ce genre de personnes et c'est chouette. Ça veut dire qu'on avait déjà une partie de notre langage qui était en commun et qu'on pouvait déjà se comprendre. Mais en plus de ça, on avait une personne qui n'avait pas forcément peur d'écrire du code, mais qui avait besoin de relecture et de validation. Donc ce qu'on a mis en place, c'est ce pseudocode qui était facile à écrire et surtout qui permettait de le traduire directement en langage naturel, qu'ici en anglais. Ça veut dire que l'outil est capable de nous dire voilà ce que tu as écrit, voilà ce que tu me demandes de faire, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Donc c'est littéralement un process de review de code qu'on pourrait faire entre programmeurs, mais à un niveau beaucoup plus petit, et surtout beaucoup plus immédiat et automatisé en fait. Il y a certaines choses qui sont entièrement automatisées. Par exemple, si on oublie une parenthèse, le système est capable de nous le dire et juste de dire ta syntaxe elle est pas bonne, tu as sûrement oublié une parenthèse, qui est classique. Hein, encore une fois, en programmation, on a les compilateurs pour faire ça. Ici, à une échelle beaucoup plus réduite, on est aussi capable de dire qu'on a oublié une parenthèse. En revanche, il y avait un détail qui était très important, c'est que le système ne nous disait pas si on utilisait un type de condition qui n'existait pas. Il présumait simplement que tu as écrit un truc ici, et je pense que tu sais mieux que moi si c'est une condition qui existe, n'existe pas, va exister, mais la personne qui doit la programmer l'a pas encore fait. Donc on a automatisé certaines parties, mais on a quand même laissé la place aux itérations et aux ajouts qui pouvaient arriver pas toujours dans le même sens. Et à ce moment-là, on n'envoyait pas forcément d'erreur. Du coup, pareil, des éléments qui ne sont pas automatisés, rajouter un nouveau type de condition et le faire comprendre aussi bien à l'outil qu'au moteur qu'au reste de l'équipe, ça reste quelque chose qu'on n'a pas automatisé parce qu'il y a difficilement un moyen de faire comprendre à des tools voilà ce que je veux dire quand je veux rajouter une nouvelle condition, si je ne suis pas capable de définir cette condition. Donc il y a toute une partie de ce système qui était encore totalement manuel, mais les éléments qui sont les plus importants, à savoir ceux qui nous ont permis de communiquer ensemble et de vérifier que notre travail est fait correctement au fur et à mesure, ce sont ceux qui ont été automatisés et rendus dans un outil. Du coup, ça nous amène à une question, quand est-ce qu'on fait un outil et quand est-ce qu'on n'en fait pas? Ou plutôt, quelle partie on doit développer et quelle partie on ne développe pas? Ou plutôt, quand est-ce qu'on s'arrête? Très tôt dans l'élaboration de nos outils, on s'est dit, c'est trop bien, on va avoir un truc qui va être multi-utilisateur, en temps réel, comme un jeu multijoueur, mais pour des outils. Notamment parce qu'on avait un duo narrative designer et scénariste qui fonctionnait très bien et qui travaillait beaucoup ensemble, souvent en parallèle ou souvent sur les mêmes éléments. Et donc on avait très envie d'avoir finalement un Google Docs de rectangles et de flèches. Mais en étudiant un tout petit peu la question et aussi un peu par manque de temps, on s'est dit en fait peut-être que juste un mode spectateur en temps réel c'est pas mal, parce que gérer tous les cas où on a édité la même chose au même moment, mais moi ma connexion elle était un peu plus lente, et puis moi en fait je suis déconnecté, et en fait est-ce qu'on est sur le même chapitre ou est-ce que tu as forqué sur autre chose? Ça devient vite compliqué, donc juste pouvoir voir ce que les autres font au même moment, et puis continuer de communiquer sur Skype, Discord, ce qu'on veut, on peut bosser en parallèle et c'est pas mal.
Puis en fait, même ça, c'est pas toujours évident. Donc si on simplifie, en fait, vraiment ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on n'est pas en train de bidouiller les mêmes trucs en même temps, parce que ça devient vite problématique. Et on veut savoir ce qui s'est passé, en fait, que ce soit en temps réel ou peut-être en différé, mais en tout cas savoir, ok, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, et si je viens travailler sur un élément que quelqu'un vient de modifier, je vais savoir où j'en suis, et je vais avoir du suivi qui est complet. Même ça, même mettre en place un historique très détaillé des logs, de tout ce qui s'est passé, de tous les rectangles qui ont bougé, de toutes les flèches qui ont été ajoutées, et un système de lock qui soit safe et qui permette aussi de partir aux toilettes sans bloquer entièrement l'édition sur un chapitre. Bah oui, il a fallu y penser. C'était compliqué. Donc en fait, on est revenu à un truc qui est beaucoup plus simple que ça. On utilise Google Drive et Slack au quotidien dans notre équipe. On met la quasi-totalité de nos fichiers sur Google Drive. La quasi-totalité de nos échanges sont faits sur Slack, généralement sur des channels publics pour toute l'équipe. Donc on a simplement intégré le système de sauvegarde de notre outil à ces deux outils-là. Donc quand on sauvegarde un chapitre dans Clémence, il est envoyé directement sur Google Drive. Donc on profite du versionning, on profite de l'authentification par Google, donc on sait qui a enregistré ce chapitre et à quelle heure. Et surtout, ça envoie un message sur Slack. Donc on invite la personne qui enregistre à détailler les changements qui ont été faits, les choses qui restent à faire, les problèmes éventuels qui ont été repérés, juste des notes en fait. Et c'est envoyé automatiquement sur Slack. Donc ça vient simplement suppléer la discipline qu'on aurait dû avoir à la base, qui est bonjour toute l'équipe, voilà ce que j'ai fait, voilà ce chapitre est libre, vous pouvez le modifier, on ne se marchera pas dessus. Et en fait, ça suffit. Donc quand est-ce qu'il faut touler ou pas touler, ça dépend complètement des fois. Mais dès qu'on est à la recherche de quelque chose de révolutionnaire, de magique ou de disruptif, ça veut probablement dire qu'en fait, on est à la recherche de quelque chose de simple, de fonctionnel et de familier. Et il n'y a rien de plus simple, fonctionnel et familier que les outils qu'on utilise déjà 5 heures par jour. Donc la programmation d'outils, c'était tout ça, mais surtout, c'est pas l'automatisation à tout prix. C'est rarement une bonne idée de se dire on va tout automatiser et comme ça j'aurai plus de travail et je pourrai partir en vacances et c'est le reste de mon équipe qui fera tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Et surtout, ça n'a pas à être une difficulté technique, ça n'a pas à être de la magie noire, ça n'a pas à être quelque chose de compliqué quand parfois juste envoyer un fichier sur Google Drive et envoyer un message sur Slack, ça suffit à simplifier le travail de toute une équipe. Je suis arrivé à la fin, mais je vais revenir sur cette slide-là parce qu'il y a des textes à lire et que c'est plus intéressant qu'un merci. Mais merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. J'ai une petite question sur le comment et qui décide à quel niveau on va faire le tools et à quelle précision on va optimiser la tâche ou comment voilà, quoi. Qui décide et avec qui on va décider qui fait quoi et à quel niveau de précision on aura dans le tools. C'est ton cœur qui décide. Nous, ça s'est décidé en fonction des besoins techniques. Comme je disais, on avait besoin que cette structure de données elle soit fixée et on l'a fixée très vite avec notre prototype. C'était pas spécialement pour se dire qu'on allait pouvoir définir nos tools très vite, mais c'est parce qu'on avait besoin de définir le jeu et qu'est-ce qu'il allait être très vite. Donc d'éprouver des choses autant d'un point de vue game design que des choix techniques. Donc il y a des éléments qui ont été posés très vite et à partir de là, on avait déjà une bonne idée de ce qui allait avoir besoin d'être fait. Nos rectangles et nos flèches, on savait qu'on allait devoir en écrire beaucoup. Et on savait que si en un clic on pouvait en créer en fait 300 pour la machine mais un seul pour nos yeux, c'était quand même vachement plus simple. Donc ça s'est surtout organisé autour de la simplification en termes de visualisation et de compréhension de ce qu'on était en train de faire, sans faire l'impasse sur la complexité ou la quantité des données en fait. On avait besoin d'en avoir beaucoup, on avait juste besoin de pouvoir les traiter facilement. Donc ça s'est décidé avec un peu tout le monde et un peu personne. Mais je pense que les choses qu'on a pu faire ou qu'on a pressenti qu'il fallait faire ont été assez déterminantes. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer au début, en fait. C'est que on a verrouillé très vite le fait qu'on allait pouvoir avoir plein d'éléments qui s'enchaînaient, qui allaient tous vers le même endroit. Et en fait, c'est devenu une des mécaniques centrales du jeu. Alors je pense que ça avait vocation à l'être de toute façon, mais le fait que ce soit simple de le faire avec les outils qu'on avait sous la main, ça nous a permis de le faire. Alors que si ça avait été compliqué, on aurait peut-être fait ça une ou deux fois dans le jeu, puis après on se serait dit, en fait,
ça nous a pris 3 semaines de faire ce bout de dialogue. Alors il est bien, hein, ça nous a pris 3 semaines, on ne peut pas se permettre de le faire. Du coup, on va changer un peu le game design et on va rentrer vers des choses qu'on peut plus facilement faire. Donc si finalement on s'était orienté vers un outil comme Twine qui était déjà existant et qui nous, entre guillemets, faisait gagner du temps parce qu'on n'avait pas d'outils, on aurait eu un jeu qui avait pas du tout la même tronche et à mon avis qui aurait été vachement moins bien. Mais voilà, donc ça s'est décidé par on fait un truc, on se rend compte qu'on a besoin d'un outil, on le fait. Et puis après, c'est un peu les aléas d'une prod. Il y a des choses qui sont faites dans les temps, il y a des choses qu'on garde pour plus tard et qu'on a juste notées, puis qu'en fait on va finir par retirer. Il y a eu plusieurs moments où on a essayé de se recentrer et de faire un point sur d'accord, on a un truc qui marche, on a pu faire notre proto, on a fait 2 chapitres ensemble. De quoi on a vraiment besoin dans cet outil, qu'est-ce qui est prioritaire. Donc par exemple, on a rajouté le fait que les rectangles se snappent sur une grille. Pour moi, c'était absolument pas important. Et pourquoi je fais ça? En plus, c'est hyper chiant. Vas-y, j'ai des trucs plus intéressants à faire. Non, pour le reste de l'équipe, c'était très important parce que pouvoir ranger les trucs de manière très droite, ça correspondait à la manière dont eux ils avaient envie de bosser. Et il n'y a pas de raison de ne pas le faire à partir du moment où bah, on a physiquement vu que quand on ne l'avait pas, on perdait du temps. Bah, du coup, ok, faisons-le. Donc c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, et les outils sont à la fois un sujet de discussion et une aide à la discussion. Voilà. Ok. Parce que personnellement, je suis un peu du automatiser à tout prix et du coup, limiter cette automatisation, c'est ça le plus dur, je trouve, personnellement. Donc, voilà, pour décider à quel niveau on va arrêter. C'est une science autant qu'un art. Et c'est aussi, je pense, un peu d'expérience. Il y a pas mal de choses qu'on a fait, à mon avis, pas trop mal du premier coup sur cette prod, mais parce que ça fait juste 10 fois que je l'ai fait sur différentes prods. Donc voilà. Est-ce que c'est une bonne chose dans l'absolu de s'enfermer tout le temps sur les mêmes principes? Je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment que j'ai pu être efficace, notamment parce que c'est pas la première fois que je faisais ce genre de choses. Mais voilà. Merci, c'était super intéressant. Merci. J'ai plein de questions, mais je vais en garder seulement 2. La première, c'est est-ce que tu es en mesure d'estimer à peu près le temps que ça t'a pris par rapport au temps de prod total de faire les outils? Et est-ce que du coup, par corollaire, tu es capable de dire oui, ça valait vraiment le coup, ou en fait, ouais, bon, voilà, on a gagné du temps, mais pas tant que ça, etc. Et la deuxième, c'est est-ce que quand on fait des outils comme ça, on les fait en se disant dans un coin de sa tête, ah ouais, mais en plus, je pourrais éventuellement les réutiliser sur d'autres projets ou les ouvrir et les partager à une communauté, etc. etc. Ou est-ce que c'est juste un truc que tu jettes à la poubelle à la fin de la prod? 2 questions très intéressantes. Combien de temps d'abord? J'en ai parlé un peu au début, c'est environ 6 mois d'une prod de 18 mois, en tout cas pour ma part. Il y a le reste de l'équipe qui est aussi intervenu à différents moments. Sur les graphismes, par exemple, on a eu des icônes qui étaient au top et qui nous ont permis de rendre des trucs des noms de dupliquer un nœud en gardant tel truc. Non, on met une icône, tout le monde voit très bien ce que ça veut dire et ça marche mieux. Donc il y avait besoin de faire intervenir un peu tout le monde. Mais pour moi, en tout cas, c'était, je pense, un bon tiers de la prod. C'est difficile à quantifier, je n'ai pas vraiment noté ça en détail. Et parfois, c'était juste de l'ordre de corriger des petits trucs ou refaire un point, refaire une passe, intégrer des choses. Et il y a des moments où c'était purement des tools pendant plusieurs semaines sans toucher à quoi que ce soit sur le jeu. Donc ça dépend vraiment des moments. Et par contre, quantifier le temps que ça a fait gagner, là je pense que c'est clairement impossible. Comme je disais, hein, il y a des choses où c'est très facile de se dire bah ça m'aurait pris 3 heures de le faire, finalement ça m'a pris 10 minutes, j'ai gagné tant de temps. Oui, mais il y a aussi tout l'aspect, les process de vérification et de communication. Ce que j'essaie de mettre en évidence ici, c'est que le temps qu'on gagne à pas se foutre sur la gueule ou à pas repasser sur son propre travail 3 semaines après, parce qu'en fait l'outil nous a dit directement t'as oublié un truc. C'est du temps qu'on a gagné et on n'est pas vraiment en mesure de savoir si on l'aurait perdu autrement. Mais dans l'absolu, le confort, même s'il est difficile à quantifier, il est toujours bienvenu, je pense. Et ta deuxième question était sur est-ce qu'on jette tout à la fin? Ça dépend. Là, en l'occurrence, on a un outil qui est très très adapté à une prod en particulier. Mais par contre, on l'a voulu aussi modulaire que possible. Comme je disais, la vue plain text dans laquelle on peut tout éditer et tout casser en 3 coups de souris, c'est du luxe parce que ça veut dire que si on veut complètement omettre une partie de notre structure de données et se concentrer sur autre chose, ben, on le fait. Donc là, si je devais refaire un jeu narratif, par exemple, il y a de bonnes chances que je commence à le prototyper dans cet outil-là parce que je le connais beaucoup mieux que Twine, Ink, tout ce que tu veux. Est-ce qu'il serait pour autant plus adapté? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est un très bon point de départ.
Et d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'on a fait. Alt Frequencies est sorti donc sur smartphone, desktop. Il est aussi sorti dans une version très très light, une petite expérience de 10 minutes, toujours audio, toujours sur une radio, mais avec un format légèrement différent, sur navigateur web et bientôt sur enceinte connectée. Et c'est la même structure de données, les mêmes outils, mais par contre c'est 1000 fois plus simple parce qu'il y a plein de features qui sont pas, plein de features de gameplay qui sont pas là. Donc on a réutilisé les mêmes outils. Il y a plein de moments où on a utilisé les choses d'une manière détournée, mais finalement tant que ça marche, c'est aussi du temps de gagner. Si on devait commencer la prod avec toutes ces contraintes-là en tête, on ferait sûrement les outils différemment. Mais une des forces de faire ses propres outils, c'est qu'on a la main sur énormément de choses. Et on a aussi la main sur les conneries qu'on fait volontairement, mais parce qu'on sait qu'en fait, ça va. Tu vois. Donc non, on ne jettera pas tout à la poubelle. Quant à la partie open source, parce que je sais que c'est une question qu'on m'a déjà posée, je suis une très très mauvaise élève sur ce qui est discipline du code, sur ne pas mettre ses clés privées en clair sur son GitHub et ce genre de choses. Donc, je ne peux pas l'ouvrir comme ça en 3 clics, parce que sinon c'est une très mauvaise idée. Et je pense qu'il y a une bonne partie des choses qui méritent d'être au moins commentées, peut-être refactorées pour que ce soit vraiment utile. Et surtout, c'est difficile à partager sans avoir tout le contexte de ça a été fait pour notre prod, ça a été fait dans telles conditions. Oui, ça je sais, c'est codé avec le cul, mais rassurez-vous, ça m'a permis C'était du confort. Donc ça demande pas mal d'explications pour vraiment avoir du sens en dehors de ce projet-là. Je suis convaincu qu'il y a des choses à garder, hein. Le système de pseudocode pour les conditions qui est traduit en langage naturel, c'est assez fascinant, comme c'est fascinant de simplicité, j'ai envie de dire. Donc j'ai beaucoup envie de partager ce genre de choses, mais ça prendra peut-être la forme de différents modules séparés ou différents blog posts, plutôt que de donner un accès direct à du code qui est pas vraiment très utile en dehors de ce projet, je pense. Voilà. Du coup, je vais répéter, mais c'était vraiment super intéressant parce que moi, Merci. je fais pas mal de tout le programming aussi, surtout sur Unity. Et du coup, c'était top. Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur comment s'est passé pour toi le processus itératif au niveau de l'éditeur, donc vraiment l'interface, l'utilisation que vont en faire les gens, donc l'UX en général de l'outil en fait. Comment elle évolue par rapport de la première version à celle que vous aviez à la fin de la production, si tu peux en parler un petit peu. Je peux en parler un petit peu. J'avais des petites slides où on voyait des images, je pense que c'est le plus parlant. J'aime beaucoup bosser sur papier avant tout, surtout parce que j'aime beaucoup dessiner des rectangles et des flèches. Je suis désolé, je l'ai répété 1000 fois, mais c'est comme ça que je visualise énormément de choses, que ce soit des arbres de dialogue ou des systèmes de conditions, ou je sais pas, ma liste de courses, c'est des rectangles et des flèches. Enfin, voilà. Donc je suis pas mal parti du papier, et je suis pas mal parti de... comment dire, des bonnes pratiques de ce qu'on avait entre les mains. On faisait un outil qui était dans un navigateur, donc on savait qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire, des choses qu'on pouvait moins facilement faire. Donc j'ai pas mal été à la simplicité sur des choses qui marchaient ou pas. Je pense que si j'avais dû faire le même type d'outil dans Unity, par exemple, ça aurait pris une forme qui était légèrement différente sur certains aspects, parce qu'il y a tout simplement des widgets ou des contrôles qui sont plus faciles à faire dans Unity, qui sont déjà intégrés, là où dans un navigateur, il n'y a pas les mêmes éléments. Et après, en termes d'itération, comme je disais, on a fait intervenir le reste de l'équipe. Donc Myriam, notre graphiste, ou Elios, notre ergonome, parce que il y avait besoin en fait. L'ergonomie, il y en a besoin déjà à l'échelle d'une prod de jeu et pour les joueurs, mais c'est tout aussi important pour des tools qui vont être utilisés par les gens de l'équipe. Donc ouais, on avait des super icônes faits par mes soins dans Inkscape qui se sont retrouvés transformés par Myriam pour avoir des icônes beaucoup plus claires, beaucoup plus faciles à lire. Des codes couleurs qui étaient beaucoup plus cohérents et qui faisaient qu'on arrivait à s'entendre. Et surtout, à chaque étape, on a essayé d'intégrer ça au reste de la prod. Donc, par exemple, les couleurs étaient aussi éditables dans un spreadsheet qui était sur Google Drive, qui était le même spreadsheet qui était ensuite utilisé dans le jeu. Ce qui fait que sur toute la chaîne, que ce soit depuis les outils quand on est en train de faire le script jusqu'au moment où c'est intégré dans le jeu, il y a des choses qui ont la même couleur, qui ont des éléments visuels qui sont les mêmes. Ça permet de s'y retrouver et encore une fois de pouvoir mieux échanger entre nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que j'ai oublié la question, mais Oui, après je me demandais aussi par rapport à commencer où s'arrêter en fait, parce qu'en tant que pro, on a toujours envie d'améliorer, que ce soit plus confortable, plus joli, etc. Et comment tu arrives à savoir justement, ok, là il faut stopper. si c'est plus simple, si c'est plus fonctionnel et si c'est plus familier, c'est qu'on a été trop loin. D'une manière générale, dès qu'il y avait une feature qui était complexe à faire, j'avais vraiment pas envie de la faire.
C'est pour une contrainte de temps et pour une contrainte de j'aime bien faire des trucs qui me plaisent aussi. Donc déjà, ça donnait lieu à une discussion de vous êtes sûr que vous voulez vraiment mettre ça? Parce que moi, ça me fait chier. En revanche, dès qu'il y avait des choses qui étaient manifestement nécessaires, dès qu'on se heurtait à un problème de réalisation, en fait, on doit avancer sur chapitre, mais en fait, il y a ça à faire, et ça, c'est difficile à faire avec les outils actuels. Il y a sûrement besoin de rajouter quelque chose. Après, savoir où placer la barre entre t'inquiète, j'ai tout automatisé pour toi, ou j'ai juste fait un bouton, et du coup, ça va t'aider un peu, mais ça fait pas tout à ta place. Ça dépend complètement des cas. Et ouais, enfin, d'une manière générale, on a essayé de se reposer sur les choses qui existaient déjà. S'il y a besoin de faire, en gros, un copier-coller, mettons tout un texte. S'il y a besoin d'avoir une authentification et des dates, mettons-le sur Google Drive. On va pas réimplémenter toute une base de données ou des choses comme ça. Donc, ouais. Tant qu'on répond aux besoins et qu'on reste dans des choses qui sont faisables à l'échelle de la prod, c'est probablement pas une mauvaise idée de le faire. Et partout où on peut tricher et réutiliser des choses qui existent déjà, c'est pas mal de le faire en fait. Voilà. Merci beaucoup.